Parfait. Dans un souci de bon déroulement, sans vous couper, la parole, outre mesure, hein, je vous demande juste de couper, pensez à couper vos micros et l'image éventuellement pour, la bonne connexion. Mais, voilà, sachant que vous pouvez à tout moment prendre la parole si, vous avez des questions directes, plutôt que de passer par l'écrit. Alors en bas, vous avez, la barre, de son, vidéo, voilà, où vous avez la barre de discussion. Vos questions, vous pouvez les poser via, cette icône-là et on les regarde ensemble de toute façon, alors soit pendant le webinaire ou, à la fin, tout simplement et j'essaierai de répondre à vos questions. Si je n'y parviens pas, je me renseigne et je reviens vers vous. Alors, je suis Joëlle Colombani, chargée des relations entreprises à la CPM de Bayonne, pour ceux qui ne me connaissent pas. En collaboration avec, mes collègues, de Pau, Elisabeth Poutz et Géraldine Etchessar, nous avons décidé de vous présenter, ce mois d'octobre, donc éviter les rejets en décès, un webinaire qui porte sur, les bonnes transmissions de vos DSN, de vos signalements d'arrêt. Alors pourquoi? Parce que, bah, nos collègues aussi qui sont en demande et qui sont en liquidation, de ce que vous leur envoyez, nous font remonter aussi, certaines erreurs, récurrentes et on a donc, mis l'accent sur, 5 points, que je vais avoir le plaisir de vous présenter, dans ce sommaire. Sachez que, ce webinaire cette présentation vous sera envoyée par mail à l'issue, de la présentation que je vous fais ce matin. Sera accompagné d'un petit questionnaire de satisfaction. Voilà, pensez bien à couper votre son, s'il vous plaît. Et du coup, ce petit questionnaire de satisfaction, c'est pas pour que vous perdiez du temps ou autre, c'est pour savoir si on peut s'améliorer sur certains points et surtout, pouvoir vous, demander si, vous avez peut-être des thématiques à nous suggérer, des choses qui seraient intéressantes pour vous. Et en l'occurrence, je vous le rappellerai en fin de la présentation, vos suggestions qui sont arrivées sur les webinaires précédents vous donneront lieu le mois prochain, donc le 15 et le 17 novembre, pour Bayonne le 15 et pour le 17 novembre pour mes collègues et amis de Pau, sur une thématique précise qui portera sur la maladie professionnelle, instruction et paiement, bien sûr, de l'IJ, et la nouvelle embauche, puisqu'il y a quand même eu des modifications récemment. Donc, ce sont deux sujets qui ne concordent pas forcément, mais deux sujets très importants et d'actualité. Voilà, donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les rejets, sur les signalements d'événements que vous nous transmettez. Alors, vous m'arrêtez s'il y a quoi que ce soit. Pour le moment, hop, je suis allée faire un tour. Pas de tout le monde a la bonne connexion, donc tout va bien. Donc aujourd'hui, les rejets des scènes. Alors on a regardé un petit peu les rejets principaux. Donc on a relevé la date du dernier jour de travail, dans quel cas utiliser et calculer et émettre un salaire rétabli, l'attestation de salaire pour l'arrêt de plus de 6 mois, les doublons et la dernière thématique qui pose un petit peu souci, notamment c'est la subrogation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et des 5 points qu'on a vus, j'ai juste fait 2 petites slides sur les généralités de l'ADSN. Je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pratiquez de façon pas quotidienne, mais facile, on va dire, c'est assez facile pour vous. Je vous ai rappelé juste les données, quelles étaient les données contenues dans la DSN. Ces slides aussi peuvent être intéressantes pour vos collègues qui démarrent peut-être en DSN ou ça peut être des piqûres de rappel pour d'autres collaborateurs ou pour vous-même aussi. Donc, il y a 2 types de transmission. Bien entendu, aujourd'hui, la DSN mensuelle qui est très répandue. Donc, tous les mois, ce sont des données issues de la paie de chacun de vos salariés et donc les signalements, les DSN événementiels que vous échangez avec les CPM dont dépendent vos salariés. Donc, ce sont des événements tels que l'arrêt de travail, la fin de contrat de travail et la reprise anticipée.
vous la transmettez comment cette DSN? Soit vous, en tant qu'employeur, vous procédez à l'envoi via votre logiciel de paie avec l'appui de votre éditeur qui doit être assez présent au quotidien, voir si on en avait besoin, pour paramétrer très justement et affiner les paramétrages de la DSN, ce qu'attend de chaque organisme de sécurité sociale, entre autres. Ou soit vous confiez cette tâche à un cabinet comptable, expert comptable, à un tiers déclarant, comme on le dit. Et cette personne-là aussi, ces personnes-là ont des logiciels de paie qui doivent être parfaitement paramétrés à ce qu'attend la DSN. Donc, le calendrier DSN est simple. Voilà, pour la DSN mensuelle, c'est une DSN mensuelle qui est transmise avant le 5 ou le 15 du mois. Et pour la DSN événementielle, dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'événement. Alors, je fais juste une petite parenthèse pour les cabinets comptables notamment et mes amis tiers déclarants qui ont des problèmes des fois pour obtenir les informations des arrêts de travail. Je vous rappelle que vous, en tant qu'employeur, vous êtes tenu aussi de transmettre ces informations dès que vous les avez, les informations de vos salariés en arrêt de travail à vos tiers déclarants. Alors, la chose essentielle pour que le signalement soit bien transmis, elle est essentielle, elle est primordiale, c'est que vous ayez un historique suffisant de DSN mensuel. C'est la première condition. On ne peut pas passer à côté. Donc, je vous ai mis les détails. 1 mois pour les nouveaux embauchés, 3 mois pour les arrêts maladie, maternité, paternité et 12 mois pour les autres salariés. C'est surtout pour accident de travail et maladie professionnelle. Alors, je vous ai mis attention, le temps partiel thérapeutique doit être transmis via Net Entreprise car il n'est pas encore dans le processus DSN, sauf qu'on pourrait éventuellement donner une bonne nouvelle. Il est censé entrer dans vos P, je pense que peut-être vous en avez eu connaissance, au mois de novembre. C'est la raison pour laquelle au mois de décembre, on vous donnera les dates, on vous présentera un webinaire sur le temps partiel thérapeutique dans le processus DSN. Alors, on va démarrer avec le premier point, la date du dernier jour de travail. Ce sont des rappels pour vous peut-être, mais sachez que ce sont des éléments bloquants qui, chez nous, vous renvoient des comptes rendus métiers, des CRM qu'on appelle, qui peuvent être négatifs lorsque le dernier jour de travail n'est pas le bon. Alors, en DSN événementiel, signalement d'événement, vous avez la main sur peu de choses, mais le dernier jour de travail, c'est à vous de l'alimenter. La règle générale, donc si votre salarié n'a pas travaillé le jour de l'arrêt, le dernier jour de travail se situe la veille de la prescription, quel que soit le jour, même si c'est un dimanche. Donc, on vous a mis un exemple là. Mon salarié est absent le lundi 15 février au matin pour maladie, le dernier jour de travail, et le 14 février, même si c'est un dimanche. De la même façon, si votre salarié a travaillé le jour de l'arrêt de travail, le dernier jour de travail correspond à la date de l'arrêt de travail, car toute journée de travail commencée n'est pas indemnisable par la CPM, mais elle est due par l'employeur. Alors, diverses situations pour des arrêts en maladie. On est sur de la maladie ordinaire. Le premier exemple, le salarié travaille le jeudi 22 juin, présente un arrêt de travail à compter du vendredi 23 juin. Le dernier jour de travail est logiquement le 22 juin. Vous transmettez votre signalement d'événement, le dernier jour de travail, 22 juin. Exemple 2, votre salarié travaille jusqu'au vendredi 23 juin. Il ne travaille jamais le week-end, donc jamais le samedi, jamais le dimanche. Il présente un arrêt de travail à compter du lundi 26 juin. On vous demande donc d'alimenter votre DSN événementiel avec un dernier jour de travail le dimanche 25 juin. Un exemple 3, toujours pour de la maladie ordinaire. Votre salarié présente un arrêt de travail sur un jour habituellement non travaillé, un dimanche 25 juin par exemple. Il a travaillé jusqu'au vendredi et ne travaille jamais le week-end. Le dernier jour de travail est logiquement donc la veille du début de l'arrêt, donc le samedi 24 juin. Un autre exemple, votre salarié travaille le jeudi 22 juin le matin et présente un arrêt à compter du même jour. Le dernier jour de travail est donc le jeudi
22 juin. L'indemnisation partira au vendredi 23, même si l'arrêt est noté du 22. S'il a commencé sa journée de travail, en général, vous êtes tenu de noter un dernier jour de travail au 22 juin, de lui devoir cette journée, et l'indemnisation CPM part au 23 juin. Alors, diverses situations toujours en maladie. Un exemple avec un assuré, un salarié en congé payé, mettons du 3 au 20 mai. Nous recevons une prescription d'arrêt de travail datée du 12 mai. Le dernier jour de travail indiqué sera donc le 11 mai, date qui se situe pendant son congé payé. Et ce n'est pas le 2 mai. Attention, n'alimentez pas, même si vous avez une DSN mensuelle avec une période de congé payé, le dernier jour de travail pour nous sera en plein milieu des congés. Donc, les congés payés sont bien interrompus par l'arrêt maladie. Donc, je vous ai mis donc quelques situations où cette règle est donc applicable également, avec toute une liste que vous retrouvez et que je vous laisse le soin de découvrir, avec des absences autorisées mais non payées, RTT bien sûr, journée de solidarité, chômage partiel, voilà, les congés pour événements familial, naissance, enfant, voilà. Tous ces congés qui sont pris par votre salarié peuvent être interrompus par un arrêt. Un nouvel arrêt donc sans la reprise de travail. Donc, en application de la règle du dernier jour de travail, l'employeur doit établir une attestation de salaire pour chaque arrêt, même s'il n'y a pas eu de reprise effective entre deux arrêts. Vous avez donc un exemple avec une fin de première prescription un vendredi, pas de reprise le samedi et le dimanche, et nouvelle prescription initiale ou hospitalisation le lundi suivant. Le dernier jour de travail sera pour le deuxième arrêt le 25 juin, donc la veille du deuxième arrêt. Lorsqu'il y a donc non-reprise et lorsqu'il y a un deuxième arrêt initial qui est envoyé ou transmis par votre salarié. Un accident du travail et maladie professionnelle, donc le jour de l'accident du travail ou de trajet est toujours pris en charge par l'employeur, même si le salarié n'a pas débuté sa journée de travail. Ça, c'est valable pour les accidents de trajet. Donc, toute journée de travail débutée est à prendre en compte pour le dernier jour de travail, même si la journée n'est pas terminée par le salarié. Vous avez donc un salarié qui se blesse le 12 juin et qui entraîne un arrêt immédiat à partir du 12 juin. Donc, le salarié fournit son certificat médical daté du jour de l'accident de travail, soit le 12 juin. Le dernier jour de travail sera également le 12 juin et l'indemnisation en accident de travail partira au 13 juin. Exemple 2, donc l'accident de travail du 12 juin n'entraîne pas un arrêt immédiat. Votre salarié revient travailler, mais sa blessure s'infecte ou sa pathologie s'aggrave. Le salarié a repris donc le 12 et le 13 juin. Il est fourni un certificat médical d'arrêt à compter du 14 juin. Le dernier jour de travail sera donc le 13 juin. D'accord? Et un exemple 3 pour l'accident de trajet. En allant travailler le 12 juin, il s'arrête sur le trajet du 12 juin, le dernier jour de travail, et donc le 12 juin. En temps partiel thérapeutique, donc là, vous aurez de toute façon toujours, alors on vous l'a présenté parce que le temps partiel thérapeutique est toujours à saisir sur Net Entreprise via la DSIJ que vous connaissez, mais vu que le temps partiel thérapeutique entre dans le dispositif DSN, on vous a quand même laissé les informations sur le temps partiel thérapeutique, puisque le dernier jour de travail est important aussi dans ces cas-là. Donc, lorsque la reprise à temps partiel thérapeutique s'inscrit dans la continuité d'un arrêt à temps complet, le dernier jour de travail reste celui de l'arrêt à temps complet. Un exemple donc, qui vous est donné, un arrêt à temps plein du 7 septembre au 14 décembre. Le dernier jour de travail est bien le 6 septembre. Mais il sera également le dernier jour de travail à mentionner pour le temps partiel thérapeutique qui démarre le 15 décembre. Et en cas d'enchaînement de situation, le dernier jour de travail est à prendre en considération pour le temps complet et le temps partiel thérapeutique. Il correspond au dernier jour de travail de l'arrêt à temps plein
précédant le temps partiel thérapeutique. Donc, je vous ai mis un exemple en bas. Alors, il se peut que la règle change et que la règle soit modifiée à l'approche du temps partiel thérapeutique en DSN. Pour le moment, ce que l'on vous demande de noter, ce sont ces règles-là. Donc, un arrêt à temps plein du 7 septembre au 14 décembre. Le dernier jour de travail sera le 6 septembre pour l'arrêt à temps plein, mais également pour le temps partiel thérapeutique. Par contre, lorsque votre salarié retombe en arrêt à temps plein à partir du 1er janvier à la suite de ce temps partiel thérapeutique, le dernier jour de travail correspond au dernier jour effectué en temps partiel thérapeutique pour ce second arrêt à temps plein. Et lorsque le temps partiel ne fait pas suite à un arrêt de travail, puisqu'aujourd'hui, ça fait quelques années déjà que le temps partiel thérapeutique n'a pas à être, ne suit pas forcément un arrêt à temps plein, la règle générale s'applique, c'est-à-dire que le dernier jour de travail est égal à la veille de la prescription. Un exemple, période travaillée jusqu'au 14 décembre. Pour un temps partiel thérapeutique qui débute au 15 décembre, le dernier jour de travail à noter est donc le 14 décembre. D'accord ? Pour le congé paternité, on vous a mis aussi l'exemple, puisque le congé paternité, il y a plusieurs périodes fractionnées qui peuvent être présentées en DSN. Donc, le dernier jour de travail est à prendre en compte et la veille du début du congé paternité. Alors, faites attention parce que souvent, il y a beaucoup d'erreurs concernant ce dernier jour de travail. Vous avez un congé de naissance de 3 jours. Nous vous demandons de noter en dernier jour de travail le dernier jour du congé de naissance, c'est-à-dire un congé de naissance le 15, 16 et 17 mai. Un congé paternité à compter du 18 mai. Le dernier jour de travail que l'on vous demande, c'est le 17 mai. Attention, soyez très vigilants sur ce congé paternité. Et puis, donc, il y a l'enchaînement d'arrêt de travail à des risques différents. Ça, pour la DSN, on relève quand même beaucoup de problématiques par rapport au congé maladie-maternité et congé pathologique, maladie et maternité ensuite. On se retrouve avec des derniers jours de travail qui ne sont pas exacts et qui bloquent le paiement, puisque du dernier jour de travail dépend la période des salaires de référence, vous le savez. Donc, si le dernier jour de travail n'est pas ce qu'on attend, forcément, le paiement est mis en attente et forcément, ça cause des retards de règlement et de versement d'IJ. Dans un premier cas, vous avez mis un arrêt maladie suivi d'un congé maternité. Le dernier jour de travail sera donc le même pour l'arrêt maladie et pour le congé maternité. Dans un second temps, on vous a mis donc des enchaînements, puisque ça peut être le cas, puisque le congé pathologique peut être à la fois découpé, il n'est pas de 14 jours forcément d'une période intégrale, et peut être suivi d'un arrêt maladie de nouveau, c'est-à-dire qu'il n'est pas censé être collé au congé légal de maternité, au prénatal. Le congé pathologique peut être pris à partir du 3e mois de grossesse, si je ne me trompe pas. Donc, l'arrêt maladie du 15 mai au 25 mai, le dernier jour de travail sera le 14 mai. Et comme vous pouvez le voir, pour les 4 arrêts, maladie, congé pathologique, de nouveau un arrêt maladie et de nouveau ensuite le congé maternité légal qui est calculé par nos services, le dernier jour de travail sera le même pour les 4 périodes d'arrêt. Et l'enchaînement d'arrêt de travail, toujours qui concerne, mettons, la maladie professionnelle et l'arrêt maladie. Donc, vous avez un arrêt maladie qui démarre au 15 mai jusqu'au 25 juin, par exemple. Le dernier jour de travail sera donc le 14 mai. Ce sera également le dernier jour de travail à noter sur votre signalement d'événement pour la maladie professionnelle qui débute au 26 juin, c'est-à-dire à la suite de l'arrêt maladie. Et ensuite, plus rare, le reclassement professionnel pour motif économique. Donc, si vous avez un signalement d'événement à faire, alors que bon, votre salarié est en reclassement professionnel, donc vous avez une activité salariée jusqu'au 30 juin, un préavis légal de 2 mois, un arrêt maladie qui intervient pendant le préavis. Le dernier jour de travail sera la veille de l'arrêt. D'accord ?
et pour les arrêts qui sont prescrits pendant le congé de reclassement au-delà du préavis qu'a votre salarié à faire, l'étude de droit se fait à la date de la fin du préavis légal, c'est-à-dire un arrêt maladie qui commence le 6 octobre, mettons, avec un congé de reclassement qui court jusqu'au 31 octobre. Le préavis légal de votre salarié qui s'est terminé au 31 août, le dernier jour de travail sera donc le 31 août, à noter sur le signalement d'événement. S'il n'y a pas de questions, alors je regarde dans votre exemple, je prends les questions au fur et à mesure avant de voir les cas du salaire établi. Dans votre exemple, c'est mis certificat médical jusqu'au vendredi, pas de travail le week-end, puis nouveau certificat médical initial à partir du lundi. Est-ce qu'il y aura 2 fois une carence? Oui. Sauf dans le cas d'un arrêt maladie pour une grave maladie, enfin pour une lourde pathologie qui serait déclarée chez nous. Mais oui, sinon pour une maladie ordinaire, oui, les 3 jours de carence sont calculés, sont pris 2 fois, effectivement. Donc, on continue sur le salaire établi. Alors, dans quel cas faut-il concevoir et faut-il prendre en compte un salaire établi lorsque votre salarié est en arrêt? Alors, le salaire établi, sa définition. Donc, il peut arriver que votre salarié n'ait pas perçu son salaire dans son intégralité. Alors, on verra pourquoi après. Le salaire établi correspond donc au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé un mois à temps complet. Il est calculé par vos soins ou par votre cabinet expert comptable en fonction des absences autorisées qui sont décrites sur l'article qui suit, le Code de sécurité sociale. En déclaration sociale nominative, vous êtes quand même responsable du calcul du salaire, du rétablissement du salaire, parce que c'est vous qui établissez la déclaration sociale nominative mensuelle avec les absences autorisées ou non autorisées de votre salarié pendant le mois qui servira donc au calcul de l'indemnité journalière lorsque votre salarié est en arrêt. Donc, dans le cas d'un contrat à temps partiel, le salaire est rétabli à la hauteur de la rémunération du temps partiel, bien entendu, et pas du temps complet. Alors, quand est-ce qu'il faut rétablir et concevoir qu'on peut rétablir un salaire, même en DSN? Donc, les absences qui donnent lieu à un rétablissement du salaire sont les suivantes. Un changement d'emploi au cours de la période de référence dans la même entreprise. Alors, c'est spécifique pour l'apprenti qui est embauché dans l'entreprise où il a effectué son apprentissage. Il convient de retenir le salaire rétabli du nouvel emploi si le changement d'emploi intervient pendant la période de référence. On rétablit le salaire aussi dans quel cas? Lorsque votre salarié sur un mois qui concerne la période de référence a été en arrêt maladie, maternité ou accident du travail. Il a été absent à ces titres-là, l'un de ces risques. Donc, on rétablit le salaire qui permet de calculer l'indemnité journalière. Lorsqu'il y a du chômage involontaire total ou partiel, par exemple, dans le cas du Covid, période qu'on vient de vivre très activement. Dans le cas de la fermeture de l'établissement, lorsque le salarié reste à votre disposition. Dans le cas d'un congé non payé, mais que vous autorisez. Dans le cas d'un congé payé, bien sûr, et puis deux cas un peu plus rares, on va dire. Dans le cas d'une personne qui serait sans emploi pour cause de silicose, bon là c'est très très précis et très rare, voire inconnu pour ma part, hein. Et dans le cas d'un appel sous les drapeaux. Et puis les absences qui ne donnent pas lieu à un rétablissement de salaire. Alors, le motif d'absence est considéré comme non valable dans le cas où l'absence n'est ni payée, mais ni autorisée par vous, par l'employeur, par l'entreprise. Les deux conditions étant cumulatives. Alors là, je m'arrête 2 secondes parce qu'on va le voir de toute façon le mois prochain dans le cas de la nouvelle embauche, puisque actuellement, c'est quand même une notion qui pose un petit peu souci sur le salaire rétabli. Alors, la nouvelle embauche, depuis le début de l'année, a changé un petit peu ses modalités d'application.
Le salaire rétabli s'applique uniquement sur le mois de l'embauche. Si sur la période de référence, le salarié n'était pas sous contrat avec l'entreprise, le salaire n'est pas rétabli, ne doit pas être rétabli. Il est transmis donc à zéro. Alors, votre système en DSN le fait certainement, vu que vos paramétrages, normalement, doivent être à jour. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à contacter votre éditeur pour que ces paramétrages soient réglés. Je m'explique, vous embauchez une personne au mois de juin. Il est en arrêt au mois de juillet. Donc, les mois d'avril et mai seront à zéro. Et le mois de juin, seul le mois de juin sera rétabli puisqu'il s'agit du mois de l'embauche. À ce moment-là, le mois d'avril et le mois de mai seront à zéro, mais nous allons nous tourner, nous, CPAM, vers le salarié pour qu'il nous fournisse les salaires, les bulletins de salaire ou éventuellement l'activité qui nous donne des renseignements sur l'activité qu'il avait sur les mois qui précèdent la nouvelle embauche. D'accord? Faites très attention, soyez vigilants, puisque ce soit en DSN ou via la net entreprise, la DSIJ, les salaires donc sortiront pour avril et mai à zéro. Donc, si vous subrogez, si vous avez la notion de subrogation dès l'entrée de votre salarié dans l'entreprise, soyez vigilants car l'indemnité journalière sera servie à hauteur du seul mois rétabli. Et elle sera répartie de façon à servir une indemnité journalière en subrogation du mois rétabli et sur les 2 autres mois perçus par votre salarié dans une autre entreprise, l'indemnité journalière, la partie d'indemnité journalière non subrogée lui sera versée. Voilà. Je vous précise parce qu'on a énormément de questions et il y a énormément de régularisations qui sont faites en ce sens. Pour rappel, la période de rétablissement, donc le rétablissement du salaire doit être imputé au mois durant lequel l'absence fait l'objet d'une retenue et non pas durant laquelle elle est effective. Donc, vous rétablissez le salaire du mois d'absence durant lequel votre salarié a été absent. Son calcul, bon là on vous a remis, mais vous l'avez déjà vu sur des webinaires précédents, le calcul du salaire établi, donc bien entendu, il s'agit du salaire brut perçu pour la présence effective dans un mois M et la part de salaire qui est soustraite sur le mois du fait de l'absence autorisée. L'addition des deux donne le salaire établi du mois. D'accord ? Alors, vous pourrez retrouver d'autres exemples de cas particuliers sur ameni.fr ou via Net Entreprise sur la base de connaissances. Vous pourrez aller voir si vraiment vous avez un cas particulier qui n'aurait pas été énuméré, parce qu'il y a vraiment des cas très spécifiques et qui sont très rares. On vous a mis des cas particuliers, dont le congé sans solde, la grève, la mise à pied et les avantages en nature, donc ces avantages en nature ne doivent pas être rétablis. D'accord? Et en DSN, donc du coup, ce montant-là est de la responsabilité, de votre responsabilité. Vous le paramétrez avec votre éditeur. Donc, vous voyez le bloc et donc ce salaire rétabli qui doit être reconstitué. Donc, le congé sans solde est-il... C'est bon, j'ai ma réponse. Parfait. Pour un salarié qui rentre en juin et qui est malade en juin, comment fait-on? Il n'y a aucun salaire de référence. Effectivement, il n'y a aucun salaire de référence et à ce moment-là, donc on peut jouer un petit peu, c'est-à-dire qu'on peut prendre juste la partie qui a été travaillée pour le mois de juin et on fait de date à date. On peut aussi fonctionner comme ça. Sinon, on va se tourner vers lui et on va lui demander de nous fournir son activité de mars, avril et mai. Et en fait, s'il a travaillé dans une autre entreprise, l'indemnité journalière lui sera versée à lui, même si vous demandez la subrogation. Donc, tout l'intérêt pour vous peut-être de proposer une subrogation ou de voir suivant vos textes à partir de 3 mois de présence peut-être de votre salarié.
Mais effectivement, on peut faire soit un calcul date à date, mais il faut quand même qu'on trouve de toute façon l'ouverture de droit au versement de ces prestations en espèces, soit ces 150 heures de travail durant les 3 derniers mois qui précèdent l'arrêt. Ça, ce sont des conditions qui restent de toute façon à remplir pour le versement des indemnités journalières. On continue. Alors, les autres points vont être un peu plus légers, mais c'est important et ça, ça fait partie de vos actions à vous qui vous appartiennent. Nous, on n'a pas du tout la main dessus, sauf vous faire des rappels, notamment pour l'attestation de salaire pour les arrêts de plus de 6 mois. Alors, cette continuité de paiement des indemnités journalières au-delà de 6 mois est subordonnée à une condition d'ouverture de droit. Via la DSN, cette attestation est envoyée automatiquement. Donc ça, c'est un grand progrès et un super paramétrage. Sauf que il est impératif d'alimenter la date de reprise réelle dans votre logiciel de paie si votre salarié reprend à terme d'un arrêt de travail. Effectivement, cette attestation, c'est très bien, elle se génère automatiquement via vos paramétrages DSN. Sauf que si vous omettez de compléter une date de reprise lorsque votre salarié revient dans vos effectifs, cette attestation, elle sera générée, elle est transmise et vous n'envoyez même pas la couleur, on va dire, sauf éventuellement dans votre tableau de bord. Sauf que pour nous, il est très gênant de recevoir un document lorsque votre salarié a déjà repris le travail. Et il ne tient qu'à vous de compléter et d'alimenter votre DSN mensuel pour stopper l'envoi automatique de cette attestation de salaire. Effectivement, on a reçu énormément d'attestations au début, un peu moins que maintenant, mais on les reçoit encore de temps en temps. On les reçoit à tort. Effectivement, votre salarié a déjà repris son activité professionnelle et il n'est absolument pas nécessaire d'avoir cette attestation. Donc, comprenez que ça rentre dans nos tâches quotidiennes et du coup, on est obligé d'aller vérifier le dossier du salarié et, à tort. Et vous recevez en plus donc un compte rendu négatif de l'envoi de cette DSN événementielle. Puisque dans vos comptes rendus métiers, nous, on est obligé soit de valider ces attestations de salaire via la DSN qui sont reçues au quotidien, ou soit on les invalide et vous recevez ces comptes rendus métiers qui vous donnent le motif du rejet. Donc, le dernier jour de travail qui n'est pas bon, là, l'attestation de salaire pas nécessaire. Voilà, vous avez tout un tas de motifs qui vous indiquent ce que nous attendons. Donc, en 4, on vous a mis les doublons. Pourquoi? Gagner du temps, oui, on vous demande de passer par la DSN pour les signalements d'événements. Oui, oui, on insiste puisque votre DSN mensuel qui est correctement alimenté, vous n'avez plus qu'à donner un dernier jour de travail, des dates de subrogation éventuellement. Et c'est vrai que l'attestation de salaire est reconstituée et nous arrive à J+1, nous pouvons traiter le dossier et commencer à indemniser. Ça, c'est dans le cas où, effectivement, ce sont des cas généraux et la plupart du temps, ça se passe comme ça. Par contre, soyez très vigilants, nous recevons aussi beaucoup de doublons. Je m'explique. Nous vous demandons juste de déterminer qui est en charge vraiment de nous transmettre les signalements d'événements pour les arrêts de travail de vos salariés. Et ça, dans tous les risques, que ce soit maladie ordinaire, accident de travail, maladie professionnelle, paternité, maternité, puisque nous recevons en masse des fois des signalements d'événements avec un nom de signataire et un numéro centralisateur, par exemple, et puis des attestations de salaire qui sont transmises via Net Entreprise pour la même période. Donc, si vous décidez de décentraliser cette manipulation et ces signalements d'événements, à ce moment-là, on vous demandera de ne plus envoyer d'attestation via Net Entreprise. Pour nous, c'est impossible à gérer et on ne peut pas donc du coup sélectionner soit la DSN. Alors, la DSN à la primeur forcément sur l'attestation de salaire, mais il suffit que l'attestation de salaire soit transmise en même temps, il y a confusion. Il y a vraiment une confusion. Donc,
On vous demande juste d'être très vigilant, de bien déterminer les rôles de chacun pour éviter les envois de masse à tort, surtout pour les mêmes périodes d'arrêt de travail. Sauf si, bien sûr, vous envoyez une déclaration sociale nominative événementielle et que vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur. Et à ce moment-là, vous privilégiez Net Entreprise pour faire une rectificative pour des dates de subrogation ou pour un dernier jour de travail. Mais à ce moment-là, pensez bien à cocher attestation rectificative, ce qui nous permettra de prendre la dernière arrivée et de faire la correction de ce que vous nous demandez. Donc voilà, on vous met donc en cas de non-règlement, vous pouvez contacter le 3679, notre plateforme employeur, avant de transmettre peut-être un signalement ou une attestation de salaire, ou sinon vous vous tournez vers vos interlocuteurs locaux. Ou en cas d'erreur, donc vous faites un signalement d'arrêt annulé remplace et voilà, vous n'oubliez pas de cocher attestation rectificative. C'est un élément essentiel pour nous pour qu'on puisse la prendre en compte. Et dernier point qui nous semble vraiment essentiel pour des bonnes transmissions de signalement d'événements, la subrogation. Alors, dans votre signalement d'arrêt, on vous demande, donc vous n'avez plus à joindre le RIB, hein, on vous demande d'être vigilant sur ce bloc ici, là, de subrogation. Alors, il y a 2 points qui doivent être vraiment revus et revus par vos soins. Ce sont les dates de subrogation. C'est-à-dire que sur votre logiciel de paie, vous avez en signalement d'événement la main sur le début de la subrogation, mais sur la fin surtout. Donc aujourd'hui, on vous demande de ne surtout pas limiter la subrogation à la période d'arrêt de travail. C'est-à-dire que vous pouvez alimenter votre DSN avec la période d'arrêt de travail qui est connue, sauf que lorsque vous transmettez votre signalement d'événement, on vous demande de ne pas limiter la date de subrogation à cette seule période d'arrêt dans le cas où votre salarié serait prolongé. Pourquoi? Parce que nous allons de toute façon indemniser la période d'arrêt lorsqu'on recevra les prescriptions d'arrêt. Donc, même si vous mettez une période de subrogation au-delà d'un an, de 2 ans, le paiement ne se fera de toute façon jamais sans prescription d'arrêt. Donc, vous ne prenez aucun risque. Par contre, ce qui est très bien, lorsque vous la mettez suffisamment loin et lorsqu'elle correspond à vos accords de convention collective ou accords de branche, à ce moment-là, lorsqu'il y a une prolongation, le paiement se fait naturellement en subrogation. Il n'y a pas d'interruption au niveau du versement des indemnités journalières. Ce qui n'est pas le cas forcément lorsque vous nous découpez ces périodes de subrogation, ce qui de toute façon vous impose soit de nous envoyer un mail avec une demande de prolongation, et puis faut-il que la personne vous reçoive le mail en temps et en heure et le prenne en compte, puisque voilà, on a quand même, comme chez vous, hein, des surcharges de travail qui sont réelles. Ou soit vous êtes tenu d'envoyer une attestation rectificative faisant mention d'une date de subrogation plus lointaine. Et je fais mon mea culpa de suite avant que ce ne me soit précisé. Il arrive nous, dans nos services, on valide vos attestations rectificatives alors qu'elles font mention d'une demande de prolongation de subrogation. Et avec erreur, on oublie des fois, on ne le fait pas, de maintenir la subrogation. Et ça arrive. Voilà. Donc, je vous demanderai juste d'être très vigilant sur les périodes de subrogation que vous notez dans votre signalement d'événement. Donc là, on vous a mis des exemples pour bien vérifier le paramétrage de vos relevés d'identité bancaire qui sont enregistrés dans votre système DSN, on va dire. Puisque, il y a des cas fréquents, le plus fréquent, les coordonnées sont celles que vous utilisez, les coordonnées bancaires ici, pour tous les versements, pour toutes les cotisations, pour tous les organismes. À ce moment-là, vous n'avez pas de souci, c'est un relevé d'identité bancaire qui ne bouge pas, sauf modification éventuelle. Mais bon, sinon, il est déjà enregistré, il est déjà préenregistré, donc il est déjà sélectionné.
Mais vous pouvez avoir, voilà, pour les grandes entreprises ou des tiers déclarants, peut-être des relevés d'identité bancaire différents où les prélèvements qui sont faits ne sont pas faits sur les mêmes comptes où les versements ont lieu, par exemple. Donc, soyez très vigilants puisque des fois, on a donc des demandes de subrogation avec des RIB que l'on ne connaît pas ou avec des erreurs, avec des RIB connus, mais vous ne nous signalez pas forcément le changement et donc nous, on continue à faire le versement. Si on n'a pas de toute façon de votre part la demande de modification, à ce moment-là, nous, on prend le relevé d'identité bancaire qui est enregistré dans nos bases. Et donc, c'est le cas aussi, vous utilisez plusieurs RIB dans votre logiciel de paie. Soyez bien vigilants quand vous transmettez un signalement d'événement que dans votre manipulation ici, vous sélectionnez le bon relevé d'identité bancaire. Voilà, donc on vous a mis toujours pareil, vous nous connaissez maintenant, sur Bayonne, donc moi-même mes coordonnées, mes collègues Géraldine Etchessar, pardon, et Elisabeth Poutz, avec leur adresse mail et leur numéro de téléphone. Vous pouvez bien sûr contacter la plateforme employeur en prenant soin d'avoir vérifié vos bordereaux de paiement auparavant sur votre tableau de bord. Votre tableau de bord, ça doit être de toute façon en DSN, votre outil qui doit être conjoint à votre logiciel de paie. Puisque sur votre tableau de bord, vous avez tous les retours et tous les paiements effectués. Vous avez donc les sites utiles Net Entreprise et Amélie.fr. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur Net Entreprise avec la base de connaissances que vous retrouvez sur notre site. Et puis, les deux liens de dépôt de documents sous format PDF, j'entends bien. Donc, vous avez pour Bayonne et pour Pau les deux liens qui sont différents, mais que vous pourrez retrouver puisque je vous enverrai ce diaporama. Voilà, alors je regarde ici. Alors, pour une DSN qui ne transmet pas de bons salaires reconstitués, faut-il faire une attestation vers Net Entreprise en annulé remplace? Vous pouvez faire une annulé remplace via votre DSN. Ou sinon, vous pouvez faire via Net Entreprise une attestation rectificative qui sera prise en charge. Elle sera transmise a posteriori de votre DSN événementiel. Donc, vu qu'elle sera rectificative, nous sommes tenus d'en tenir compte. C'est exactement ce que je vous disais par rapport aux dates de subrogation. Lorsque une attestation rectificative parvient dans notre application a posteriori, nous sommes tenus de la prendre en compte. Ça veut dire que vous nous signalez que quelque chose doit être modifié sur le dossier de votre salarié. De toute façon, si vous avez des questions supplémentaires, nous restons à votre disposition. Je vous rappelle que donc, le 15 novembre et le 17 novembre, respectivement, Bayonne et Pau vous présenteront un webinaire sur la maladie professionnelle et la nouvelle embauche. Vous recevrez un mail vous demandant, et vous pourrez retrouver les informations sur un mail aussi, vous donnant la possibilité de vous inscrire. Ensuite, le 6 décembre, ma collègue de Pau, Madame Metchessar, vous présentera le congé paternité. Et le 13 et le 15 décembre, nous aurons le plaisir normalement de vous informer et de vous accompagner dans la mise en place du temps partiel thérapeutique dans le processus DSN. Voilà, j'espère que les informations qu'on vous a communiquées, que je vous ai communiquées aujourd'hui, ce sont des rappels. Je sais que certainement vous en connaissez la majorité, mais nous tenions vraiment à faire un petit rappel pour essayer d'avoir des signalements d'événements les plus limpides et les plus justes possibles. Voilà, dans le souci de servir des indemnités journalières au plus rapide, que ce soit de la subrogation ou du versement salarié. Je vous envoie le diaporama, bien entendu. Si vous n'êtes pas inscrit pour la session d'aujourd'hui et que vous voulez avoir le diaporama, vous pouvez m'envoyer en privé, si vous voulez, votre adresse mail. Je me ferai un plaisir de vous envoyer le diaporama. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter par mail également ou par téléphone. Et je vous enverrai donc un petit questionnaire de satisfaction. N'hésitez surtout pas à nous faire les remarques que vous voulez dans le but de s'améliorer, bien sûr.
Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et nous restons bien sûr à votre disposition. Très bonne journée à tous. Au revoir.